vu beaucoup les enjeux stratégiques, même si quelques actions ont déjà été abordées. Et là, Florence va nous présenter des techniques très intéressantes, très pertinentes d'influence qu'on peut utiliser pour les acteurs locaux. Florence, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, à titre liminaire, j'aimerais faire le disclaimer d'usage pour vous dire qu'il y a énormément de techniques d'influence que j'ai voulu évidemment vous en présenter le plus grand nombre possible, enfin en tout cas des plus efficaces que je connaisse, mais qu'il faut maintenir ça dans un temps très serré, donc ça ne leur rend pas justice. Ne vous arrêtez pas au caractère très grossier de ma présentation, je vais juste survoler leurs principes. En fait, je serais contente si vous réussissez à retenir certaines d'entre elles, leurs noms et leurs principes, et quand vous en aurez besoin, vous pourrez toujours aller chercher plus d'informations. Voilà, mais ça va vous paraître très grossier, ma présentation, très simpliste. Voilà, ne vous arrêtez pas au caractère simpliste, c'est simplement qu'on ne peut pas aller dans le détail de leur mécanisme de fonctionnement à cause du temps, tout simplement. Alors, on va commencer, première diapo, par une notion qui est importante à connaître. En fait, on a réussi à modéliser les différentes étapes nécessaires à changer une pratique, une habitude, une croyance. On appelle ça le modèle trans-théorique du changement, tout simplement parce qu'il est interdisciplinaire, voilà, d'où le côté trans-théorique. Et vous percevez bien qu'il y a une différence entre les gens qui n'ont pas conscience d'un problème, vis-à-vis desquels il sera complètement inutile de présenter des modes d'action, puisqu'eux ne voient même pas le problème. Voilà, ils peuvent dire qu'ils n'ont pas de problème d'alcoolisme, mais c'est la même chose pour dire qu'ils n'ont pas de problème, il n'y a pas de problème de biodiversité, par exemple, pas de problème de crise environnementale. C'est vraiment la même chose. Les personnes qui n'ont pas conscience des problèmes, il faudra les sensibiliser. Donc, pas leur présenter des outils concrets ou les pousser à l'action. Il y a une étape qui ne sera pas respectée. À l'opposé, vous avez des personnes qui sont, elles, bien conscientes du problème et à qui il faudra fournir des moyens pratiques de passer à l'action ou bien les pousser à l'action. Donc, tout simplement, un préliminaire tout bête quand vous avez un interlocuteur, c'est de tâter le terrain. Vous le faites tous certainement intuitivement, mais tâter le terrain pour savoir à quelle étape se place la personne peut vous faire gagner évidemment beaucoup de temps dans la manière, et puis beaucoup d'efficacité dans la manière à laquelle vous allez vous adresser. Donc, on dit qu'il y a enfin voilà. On va changer de slide encore une fois, parce que chacune pourrait être vraiment étudiée dans le détail. Alors, j'ai voulu réunir pour vous ce que je trouve les règles d'or en fait quand on est à l'étape justement de prise de conscience du problème. La première étape, la personne n'a pas conscience du problème. Alors déjà, figurez-vous, vous le savez peut-être, qu'informer ne sert absolument à rien. Si informer servait à quelque chose, eh bien, il n'y aurait pas de fumeurs, parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Et d'ailleurs, vous savez tous qu'il y a des médecins qui fument, et parmi eux, il paraît que les oncologues spécialistes du cancer fument encore plus, sont encore plus représentés dans la communauté des fumeurs. Donc en fait, savoir qu'une pratique n'est pas bonne ne sert à rien. Vous pouvez le mentionner, mais juste ne vous arrêtez pas à ça, c'est absolument pas ce qui fait changer les gens. Et de la même manière, informer sur la justesse d'une solution, la justesse d'une nouvelle pratique, pareil, n'est pas suffisante. Alors faites très attention à quelque chose parce que si vous vous contentez de critiquer les comportements, d'avoir un jugement, de porter un jugement négatif sur les comportements, ça peut être contre-productif parce que ça peut pousser à la justification, voire au déni. Alors, de la même manière, si on se contente d'informer sur les problèmes à venir, ça peut conduire au déni. Et l'explication pour cela est toute bête. Hein, c'est le mécanisme psychologique qu'on appelle la consonance cognitive. En fait, il y a un énorme besoin de consonance, c'est-à-dire d'harmonie entre ses croyances et son comportement. Quand il y a un décalage entre les deux, on est en état de dissonance cognitive et c'est un état psychologiquement insupportable. On est obligé de le réduire. Donc, il y a beaucoup d'exemples à ça. Par exemple, si je veux pousser quelqu'un à me donner de l'argent, il sera de bon ton que je m'emploie à le décrire comme généreux et à lui faire dire d'ailleurs qu'il est généreux. S'il se présente comme quelqu'un de généreux, il sera extrêmement difficile ensuite pour lui de me refuser de me prêter de l'argent, par exemple. En tout cas, la stratégie de prôner le pire à venir a été une mauvaise stratégie employée par la communauté des environnementalistes pendant de nombreuses années. Dire attention, il va se passer ceci, il va se passer cela, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et ça va être épouvantable. En fait, si les personnes vous croient, elles sont obligées de changer leur comportement. Or, c'est tellement plus simple de changer ses croyances que son comportement, ça a poussé les gens
à ne pas vous croire. Voilà, c'est en ça que ça peut être contre-productif, ça peut pousser au déni. Dire il va se passer des catastrophes si vous continuez à agir ainsi, pousse les gens à dire tu exagères, mais non, mais en réalité on trouvera une solution. Vous avez tous entendu ça, mon Dieu. Les nouvelles technologies vont trouver des solutions au changement climatique. Mon action n'a pas un grand impact. On a toujours trouvé des solutions. Enfin, vous avez bien l'habitude de ça. Pourquoi les gens ont-ils des discours aussi irrationnels, basés sur les croyances? C'est rageant pour nous qui connaissons les faits, de voir que les gens balayent tout d'une simple phrase légère, on va dire. C'est qu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile psychologiquement de trouver une raison, croyance, y compris complètement irrationnelle, plutôt que d'accepter ce que vous dites, ce qui impliquerait pour eux de changer leur comportement. Or ça, c'est très dur. Donc voilà, donc dans les règles d'or, ne vous contentez pas d'informer sur le problème ou d'informer sur une solution. Dire qu'il y a une solution géniale qui change la vie de tout le monde, alors il y en a plein, hein, des solutions géniales qui changent la vie de tout le monde, n'a jamais fait changer les pratiques, malheureusement. Voilà, effectivement, une solution géniale, c'est de faire du sport pour perdre du poids, on ne le fait pas plus que ça, voilà. Ne basez pas votre argumentaire sur les problèmes à venir, n'agitez pas le chiffon rouge du chaos à venir, de l'effondrement, etc. Ça ne fait que pousser au déni. Voilà, et tout ça pour les mêmes raisons, c'est qu'il est plus simple de changer son discours que ses pratiques. Après, rassurez-vous, après on verra les techniques qui fonctionnent. Voilà. Alors, par contre, une autre technique qui fonctionne pour faire prendre conscience du problème, c'est de faire en sorte que les gens tirent eux-mêmes leurs propres conclusions. Imaginez que moi, je vienne vous voir et commence à vous donner des leçons, vous dire que votre comportement n'est pas bon, que ceci, cela, etc. Personne n'aime les donneurs de leçons. Au contraire, ça pousse au rejet. Voilà, ça pousse au rejet. Par contre, une technique très fine qui fonctionne bien, ce serait de faire dire aux gens les choses. Par exemple, tout simplement par le questionnement. As-tu remarqué des différences environnementales autour de toi depuis que tu étais petit? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce que tu aimes la manière dont, je sais pas, vous voyez bien ce que je veux dire. En tout cas, plutôt que d'asséner des vérités, ce qui est quelque chose de souvent mal reçu parce que ça vient de l'extérieur, la pratique du questionnement est de faire dire par les gens « Ah oui, effectivement, c'est vrai que mon mode de vie n'est pas terrible » ou « Ceci, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences, que voilà, là, c'est vrai que si je réfléchis 2 secondes, c'est pas génial ce qu'on va laisser à nos enfants. » Ça change tout, ça change absolument tout parce qu'à ce moment-là, c'est votre interlocuteur qui est l'auteur de la conclusion. Vous lui imposez rien, c'est lui qui a fait le raisonnement et émis la conclusion. Évidemment, c'est vous qui aurez suggéré les différentes démarches, différentes étapes de la démonstration. Alors là, c'était pour sensibiliser. Maintenant, on va voir pour pousser à l'action. Alors pareil, de manière très rapide, excusez-moi, un secret qui fonctionne très très bien, c'est tout simplement l'influence des pairs. Alors, il y a eu des milliers d'exemples, à commencer par les réunions Tupperware. Vous avez certainement entendu parler de ça. Donc des réunions, on se réunit à plusieurs, et puis la maîtresse de maison achète des Tupperware, hein, des contenants. Et en fait, il y a un système d'influence qui se met en place, et tout le monde finit par acheter la même chose. En fait, l'influence des pairs, c'est ce qui marche le mieux partout. C'est-à-dire humainement, tout le monde veut faire comme son voisin. Et psychologiquement, ça s'explique simplement. Si ça marche pour le voisin, ça va marcher pour soi. Au fond, c'est une énorme économie de recherche-développement. Voilà, le voisin l'a fait, ça marche, je peux le faire. Donc, une manière très simple de diffuser des nouvelles pratiques, si vous devez le faire, c'est de montrer ce qui se fait déjà. Et idéalement par des pairs, c'est-à-dire des personnes qui ressemblent. Voilà, qui du coup sont légitimes. Alors, une autre technique, on appelle ça l'entretien motivationnel, développé dans les problèmes d'addiction. Voilà, comment faire qu'une personne sorte d'une addiction, donc développé en médecine. On a trouvé que tout ce qui est argument basé sur le nouveau comportement marche beaucoup mieux que les arguments basés sur les inconvénients du comportement actuel. Plutôt que de dire « Regarde, tu es malheureux de la manière dont tu es, tu as perdu ta femme parce que tu bois trop, etc. » Ça marche bien mieux de dire « Si tu ne bois plus, ah là là, la liberté que tu vas retrouver, enfin je sais pas, les économies que tu vas faire, les amis que tu vas retrouver, etc. » Pour notre secteur d'activité qui est l'environnement, plutôt que de critiquer, d'appuyer sur les problèmes, etc., il vaut mieux, et de dire, mon Dieu, la biodiversité est en crise, etc., ça pousse plus facilement à agir les décideurs de dire, si la biodiversité revient, mon Dieu, le tourisme, la beauté des paysages, la régulation du climat, les économies en termes des inondations qu'il n'y aura pas, plutôt que de parler des inondations qu'il y a.
parce qu'on a enlevé les zones tampons. Voilà, donc ça c'est pour l'entretien motivationnel. Puis une dernière technique, la visualisation positive, qui marche très bien aussi. C'est l'idée de faire s'imaginer les gens avec les nouvelles mesures. Donc, pour un décideur, de lui dire, mais regarde, imaginez, là, il y a un parc, alors dans ce parc, vous vous promenez, et vous voyez les oiseaux. Et tout simplement, eh ben, on va s'approprier le futur imaginé, et ça va le rendre plus réaliste, et ça va l'ancrer, et voilà, ça marche très bien. Alors, diapo suivante. Pom, pom, pom. La théorie de l'engagement est un grand outil aussi. Alors, tout bêtement, ça part du constat que la très très grande majorité des choses que vous faites tous les jours ne sont absolument pas celles que vous voulez faire. C'est pas votre envie qui dicte à chaque instant ce que vous avez envie de faire, mais ce à quoi vous vous êtes engagé. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes engagé, vous vous êtes préinscrit, vous avez dit oui à vos collègues, allez, c'est moi qui vais suivre le webinaire et puis ensuite je vous raconterai le contenu, etc. Pensez aussi dans votre vie personnelle, absolument chaque instant, enfin souvent, les instants de votre vie sont simplement dictés par ce à quoi vous vous êtes engagé vis-à-vis de vos proches, vos amis, etc. Partant de là, en fait, un facteur d'influence qui marche très très bien, bah, c'est d'obtenir un oui, tout simplement. Mais ça peut être tout bête, ça peut être, est-ce que vous pouvez surveiller mon sac? Hop, la personne a dit oui, elle est coincée, bah, elle ne peut pas aller se lever elle-même et elle doit surveiller votre sac, par exemple dans le train ou un café. Voilà. La force du oui est absolument incroyable. Une fois que vous avez eu un accord, eh ben, les gens en sont absolument tenus. Alors, pour obtenir cet accord, il existe ce qu'on appelle des actes préparatoires. Alors, c'est plein de petites techniques, mais ce serait un peu long à expliquer ici. Mais bon, il y en a un qui s'appelle le pied dans la porte et l'autre la porte au nez. Donc, c'est des techniques rigolotes, voilà, très simples. Et puis sinon, on peut renforcer l'engagement en le rendant coûteux, public, irrévocable. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un mariage princier. Moi, je me dis, la pauvre Mégane, si elle veut changer d'avis un jour, il n'y avait pas engagement public, coûteux, irrévocable, etc., que de rentrer dans une famille où le divorce est mal vu, etc. Et notamment, alors, pourquoi quand c'est coûteux, on a du mal à faire un pas en arrière? Eh bien, réfléchissez à la place de cinéma que vous avez acheté, et puis le film n'est pas bon. Eh ben vous vous infligez, il y a des chances que vous vous infligiez la double peine d'avoir payé un ticket de cinéma et de rester à un film qui ne vous plaît pas. Mais comme vous avez payé le ticket, eh ben voilà, c'est désagréable de sortir de la salle de cinéma. Donc, quand vous obtenez un engagement, eh ben, par exemple, si vous demandez une petite contribution à la personne qui s'engage, eh ben, voilà, c'est coûteux pour elle, donc elle va être d'autant plus tenue par son engagement. Et je voulais terminer par des petites techniques de négociation. Il y en a énormément. Elles sont toutes, j'ai envie de dire, simples, que ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Alors, j'en ai listé juste quelques-unes. Par exemple, identifier la catégorie de besoins de votre interlocuteur. C'est tout bête, mais est-ce qu'il a besoin d'être rassuré? Est-ce qu'il a besoin d'être mis en valeur? De découvrir quelque chose de nouveau? D'avoir un bénéfice financier ou d'obtenir de la sympathie? Et ben, dans votre démarche de lobbying, de plaidoyer, et ben de savoir ça, vous pourrez baser votre argumentaire selon le besoin que la personne a peut-être besoin d'être mise en valeur vraiment, et ensuite vis-à-vis de ses collègues de dire regardez, j'ai obtenu telle concession, tel accord, etc. Et ben c'est pas la même chose que quelqu'un qui a besoin d'être vraiment rassuré sur le fait que enfin, voilà. Donc voilà, identifier la catégorie de besoin. Écarter les malentendus possibles, c'est l'idée qu'à chaque fois, mettez-vous bien dans les chaussures de la personne qui est en face de vous. Et elle va dire, oh là là, ces écolos qui débarquent, en fait, leurs préoccupations, c'est ceci, cela. Essayez d'imaginer quelles peuvent être les images préconçues que les autres ont de vous et n'hésitez pas à déminer. De dire, bon, oui, alors vous pourrez peut-être penser qu'en fait, votre préoccupation première, c'est de faire passer l'environnement avant les emplois. Enfin, je ne sais pas, j'imagine. Mais non, c'est tout aussi important pour nous. Les emplois, évidemment, on essaye de tout ménager, etc. Bref, mettez-vous dans les chaussures et déminez autant que possible. Alors, une autre technique, c'est présenter seulement les arguments les plus forts. Souvent, on veut présenter tous ces arguments, y compris ceux-ci ne sont pas si évidents que ça. Or, c'est donner prise à l'adversaire. De vous critiquer sur les arguments les plus faibles. Alors, tenez-vous à vos arguments vraiment les plus indiscutables et n'en démordez pas, c'est bien mieux. Énumérer plutôt que regrouper, alors ça c'est tout bête, plutôt que de dire les parcs nationaux français voilà, rencontrent ce problème. Et ben, énumérer chaque parc, d'un coup, c'est incroyable le poids que ça donne. C'est le parc machin, le parc le machin. Mon Dieu, il y a tous ces parcs-là qui rencontrent ce même problème. C'est vraiment une astuce toute simple. Brainstormer plutôt que s'affronter. Quand vous avez un désaccord avec votre interlocuteur, et bien simplement demandez-lui de réfléchir à une solution avec vous, bien sûr.
Mais surtout, ne cristallisez pas le désaccord, mais dire comment on peut trouver une solution ensemble. Et le double bénéfice, alors déjà, ça vous fait sortir de l'impasse, mais aussi, encore une fois, vous vous souvenez peut-être de la technique que j'ai présentée auparavant. Si vous faites formuler par votre interlocuteur la solution, il va en être l'auteur et il va le défendre d'autant plus, cette solution. Voilà, faire penser à votre interlocuteur que la solution de lui. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord, reprenez sa solution, mais amendez-la avec vous vos amendements que vous souhaitez, mais tout en disant oui, c'est bien votre solution, mais juste on porte une petite modification. Et il pense être l'auteur de la solution. Et puis proposer une fausse alternative, c'est tout bête, c'est dire bon, alors cette création de parc, vous la voulez plutôt avant l'été ou après l'été? Voilà, c'est une fausse alternative parce que vous, ce que vous voulez, c'est la création du parc. Et vous posez ensuite une question tout à fait secondaire, mais au moins votre interlocuteur aura eu l'impression d'avoir un choix et il sera mis en valeur comme ça. Voilà, désolé, c'est extrêmement rapide, mais je vous invite à vous intéresser à ces techniques-là. Voilà, mille merci, Florence. C'est moi qui suis désolé de ne pas pouvoir te laisser plus de temps pour développer ces techniques. Alors, tu disais que c'était simpliste. Non, ça a été efficace. Les gens vont pouvoir après revoir cela, te poser des questions s'ils le souhaitent à nouveau dans la boîte à questions, aller plus loin en se renseignant ensuite sur ces différentes techniques, mais je pense qu'effectivement on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vais passer tout de suite la parole à Alessio et comme je sais exactement le contenu de sa présentation, je sais qu'il y a plein de techniques que tu as abordées et que Alessio utilise au quotidien dans ses relations avec les différents partenaires locaux. Alessio, je te laisse tout de suite la parole. Merci de nous faire part de tes trucs du métier. Merci. En fait, aujourd'hui, j'essaierai quand même de vous porter des choses très concrètes. Deux exemples dans lesquels, effectivement, j'ai appliqué même de manière forcément pas consciente certaines techniques qui étaient présentées auparavant. La suivante, en fait, je vous présente deux expériences. Une expérience faite comme manager public, donc directeur de l'agence du Conservatoire du littoral de la Sardaigne, et l'autre comme Fondation Metsi, donc plutôt du secteur privé et non-profit. La suivante. On commence avec l'île de Sardaigne. Je ne sais pas combien d'entre vous la connaissent. Donc, en fait, la mission que j'avais spécifiquement, c'était sauver les côtes. Hein. La Sardaigne, comme beaucoup d'îles de la Méditerranée, est effectivement la cible d'investisseurs italiennes ou étrangères. Elle est dans les centres aussi des intérêts des investisseurs russes ou arabes. On était dans un contexte spécifique dans lequel, effectivement, le gouvernement régional à l'époque avait, il ouvrait les portes aux investisseurs, surtout du Moyen-Orient. Et donc, la majorité du gouvernement était, favorable à cette possibilité. L'agence pouvait s'exprimer sur la vente des 12 000 hectares de zones côtières vierges, qui sont dans les, vous voyez, je les ai indiqués dans la carte, et des zones à une très haute valeur économique et qui faisaient l'intérêt de beaucoup d'investisseurs. Notre stratégie, la stratégie de l'agence, mais aussi de certaines, était de dépistage. Donc, essayer de comprendre comment on pouvait distraire l'attention de politiques locaux et aussi des investisseurs sur cette manœuvre. Avant, la prochaine. Donc, on était dans une situation de faiblesse, dans le sens que la majorité politique allait vers une direction, l'opinion publique aussi allait vers une direction, parce qu'effectivement, investissement, tourisme, ça veut dire de travail, ça veut dire l'économie, même si c'est une économie, ça veut dire des chantiers. Donc, on était dans une position de faiblesse. C'était donc indispensable pour moi d'identifier quelqu'un à l'intérieur de la salle de commande. Donc, comprendre si dans les conseils régionaux, dans les gouvernements régionaux, il y avait quelqu'un
qui était sensible à la thématique. Et avec lui, construire une stratégie comme un allié avec un objectif commun. Les bouts pour moi, c'était bien sûr de sauver les côtes, donc de garder dans leur état de qualité environnementale, écologique, etc. Pour mon allié temporaire, dans ce cas spécifique, c'était de trouver comment dire, un avantage politique, parce que la majorité était formée par différents partis politiques. Donc l'objectif, c'était de comprendre comment ces partis politiques s'est positionné vis-à-vis des autres. La prochaine. Voilà, identifier l'objectif, donc éviter la vente des zones côtières, identifier l'ennemi. L'ennemi était une partie de la majorité qui était plus proche aux investisseurs, donc une partie effectivement qui cherchait aussi une visibilité importante au niveau national. On a élaboré une stratégie efficace. Heureusement, mon allié, l'allié que j'ai identifié, est un juriste, donc on a travaillé vraiment sur les aspects plus juridiques administratifs du fonctionnement du gouvernement régional et de l'approbation des lois. Et on a, sa suggestion était on prépare un dossier qui nous permet de décrire ces zones côtières en vente avec tous les aspects qui concernent les faits qui sont un patrimoine de la région Sardaigne. Donc, on a travaillé sur ce dossier. L'objectif de nos dossiers, c'était de montrer que si la région allait vendre ses côtes, ces zones côtières, ces 10 000 hectares, il aurait créé un dommage concret aux caisses régionales. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a, entre guillemets, gonflé la valeur économique, mais basée quand même sur des évaluations qui étaient justifiables. Et on a montré à la fin du jeu un chiffre monstrueux aux députés qui se sont trouvés avec ces dossiers dans les mains. Et ils ont dit, mais si nous on est en train de vendre ça à un prix aussi élevé, on n'aura plus d'investisseurs. En gros, les résultats, on peut avancer. Les résultats, c'était une fois que le dossier est devenu un acte administratif, donc concret, visible, transparent, les députés, ils sont posé la question, on risque d'aller à avoir un contrôle de la Cour des comptes. Donc, tout ça nous a permis effectivement de créer une sorte de panique. C'est une chose qui s'est passée comme un bouche-oreille. On a fait passer des messages chez les filles des députés et la situation concrète, certains députés, ils ont abandonné les fronts et ils ont décidé finalement de ne pas voter pour la vente. Et encore aujourd'hui, je croise les doigts pour l'instant, encore aujourd'hui, les côtes, ces territoires-là sont intacts et sont préservés. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier exemple. Je comprends qu'effectivement, il faut se trouver dans ces situations, mais pour dire comment certaines stratégies, même à la limite, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il faut toujours rester dans la vérité, mais on peut jouer à la limite avec voilà, des messages, de malentendus, comment dire, de jeux stratégiques. La deuxième expérience, c'est une expérience plus récente, c'est une expérience que je suis en train je m'en occupe aujourd'hui, et la création d'un nouveau parc régional sur une zone côtière très importante, surtout aussi sur la côte ouest de la Sardaigne. Il y a plus que 100 km de zones côtières et un système de zones humides exceptionnelles, dont 6 sont des zones humides préservées par la Convention Ramsar. C'est une zone où il y a effectivement les 11 municipalités. Il y a la région, il y a les secteurs privés très forts, l'agriculture, la pêche et l'industrie. On parle donc d'une mission assez
complexe hein, de porter tous ces gens à approuver et à la création d'un nouveau parc. Là, notre stratégie, je vous l'explique, travailler les anges, je sais c'est un peu la tradition italienne, en fait, c'était travailler l'adversaire, comme dans la boxe, hein, travailler l'adversaire au corps. Hein, donc, c'était d'être très proche à l'adversaire. L'adversaire pour nous, c'est tous les acteurs politiques et privés qui sont contre les parcs. Hein. Et donc, notre objectif, c'était, avec notre équipe, d'aller très proche à ces gens-là et anticiper tout. Hein. Anticiper et les porter à ne pas s'opposer à la création du parc. Comment on a travaillé la suivante? D'abord, on a commencé en 2018 et notre objectif, c'était d'abord initier à discuter, commencer à discuter avec chaque élu, chaque force, chaque pouvoir local. Hein. Mais le principal obstacle hein, était représenté par les élus, hein, les élus qui quand même représentent leur communauté, qui se sont positionnés d'une manière assez négative. Certains sur 11, presque la moitié étaient en position très négative. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient pour. Hein. Donc, comment on a travaillé? On a essayé de limiter les différences politiques entre les maires, surtout qui passent de la gauche à la droite. Donc, vous comprenez, aussi des positions très difficiles, qui est pro-chasse, qui est contre la chasse, etc. Donc, on a essayé de trouver, un peu comme M. Géret Florence, les points communs positifs. Hein. On a commencé à travailler sur la vision positive du territoire, vision future du territoire. Et en même temps, on a travaillé sur l'identification des personnalités. Hein. Il y avait, surtout, on s'est concentré sur les personnalités plus fortes et plus conflictuelles. Hein. Et ici, si vous voulez, la partie stratégique, on a compris qu'il y en avait certaines qui étaient très narcissistes, hein, qui aimaient apparaître dans les médias, et être interviewées, etc. Donc, on a essayé de construire tout un appareil de visibilité, de mettre leur image au centre. Hein. La suivante. Et aussi, on a fait avec le secteur privé, on a découvert, et ça c'est la bonne nouvelle, je pense pour tout le monde de la conservation, qu'aujourd'hui, les parcs, c'est aussi une marque de territoire très forte. Et certains secteurs privés, même l'agroalimentaire, il est très sensible à la marque du territoire qui puisse démontrer comme un facteur compétitif la possibilité d'entrer dans des marchés exclusifs qui aujourd'hui existent, avec un consommateur beaucoup plus attentif à la marque territoriale. Donc, on a commencé à mettre les maires dans une sorte de concurrence positive, hein, et sur le fait que certains étaient plus engagés que les autres. Donc, nous, on a aussi fait, encore une fois, faire circuler des informations qui étaient des moitiés vérités, je dirais, et les maires les plus narcissistes ont réagi, hein, ah oui, s'il le fait, moi je le fais aussi. Hein, et donc, ces jeux aussi psychologiques a fonctionné. Et on a fait aussi comprendre qu'effectivement, certaines maires pouvaient continuer même sans les autres. Hein. Et ça a effectivement dégagé l'engagement de tous les autres. Hein. Du moment qu'un des maires pensaient être exclus par ces jeux, ils ont décidé, voilà, non, nous on ne peut pas être exclus, on participe. Au final, les premières étapes de cette démarche, donc les contrats des zones humides, donc les documents officiels du départ, du démarrage du parcours institutionnel du parc a été signé. Suivante, a été signé même dans un contexte de pandémie. On était dans une presque lockdown. Donc, vous voyez, on a réussi à les faire rencontrer. On a fait rencontrer tous les maires, les institutions régionales, les départements, tous les autres acteurs locaux. Et ils ont signé dans les mêmes moments.
Et ça, surtout dans une époque de pandémie, on a bien sûr avec toutes les restrictions, on est arrivé à donner la juste visibilité à ces démarches. Et aujourd'hui, on travaille de manière beaucoup plus facile et avec beaucoup plus d'engagement de la part de tous. Merci. Merci à toi, Alessio, sincèrement, d'abord d'avoir accepté de t'exprimer en français, parce que c'est pas ta langue maternelle, même si tu pratiques un peu le français régulièrement, j'ai pu comprendre. Merci pour ça, et merci aussi d'avoir accepté de montrer les coulisses de ces négociations, qui sont aussi de très belles illustrations de ce que présentait Florence. Comme on est très en retard, je vais passer tout de suite la parole à Jean-Laurent, qui va nous parler de son expérience en tant que gestionnaire des marais du Viguera. Et je redis comme tout à l'heure, si vous avez des questions, il y a la boîte à la question que Céline coordonne, et on reviendra sur les questions pour Florence, Alessio, Jean-Laurent et Nathalie, après l'intervention de Jean-Laurent et de Nathalie. Jean-Laurent, donc à toi. Merci Fabrice. Donc moi je vais me resituer sur un contexte beaucoup plus concentré. Donc c'est-à-dire à l'échelle d'un site qui fait 1500 hectares et donc les enjeux sont différents et sont aussi portés par une petite association. Hein. Donc je dirais que depuis 30 ans, moi je fais du lobbying tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'on cherche des fonds auprès des acteurs privés et des acteurs publics. Donc le premier élément qui me semble important, c'est de bien savoir ce qu'on défend et d'être capable je dirais, d'expliquer de façon très claire les choses aux différents acteurs, aux différents potentiels partenaires, de manière à ce que les choses soient bien comprises et donc faciles à expliquer et faciles à financer. Donc, en gros, définition du projet, hein, je passe très rapidement. Les Amis des Marais du Viguera, qui gèrent un site du Conservatoire du Littoral, ont 3 missions: protéger le site, développer les activités touristiques et favoriser l'embauche des acteurs et des habitants de ce territoire. Donc, une phrase de synthèse qui est issue d'une étude. Hein, donc, il n'est plus possible de penser les réserves naturelles sans penser les territoires dans lesquels elles s'inscrivent, l'ensemble composant un seul socio-écosystème composé d'une sphère écologique et d'une sphère humaine interdépendante. Je dirais que c'est la synthèse de ce qu'on essaye de faire, c'est protéger la nature avec les acteurs du territoire, pour le territoire, en visant aussi, je dirais, les espaces non protégés autour du territoire. Diapo suivante. Donc voilà, donc bon, définir un discours, bon, petite phrase amusante, hein, on va sauver le flamant rose, sauvera-t-on le moineau domestique, hein. L'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui il faut s'intéresser à la nature banale, la nature qui entoure les gens et s'adresser aux gens, pas qu'aux spécialistes de la nature. Donc voilà une phrase, je ne vais pas vous la relire, mais l'idée c'est que autour des espaces naturels protégés, en développant l'activité touristique, l'activité sociale, on va essayer d'entraîner les acteurs du territoire à avoir un intérêt économique à protéger leur nature. C'est aussi un outil qui va nous permettre de s'adresser à d'autres acteurs que les acteurs de la protection de la nature, donc les acteurs du social, de l'économique, de la protection des biens et des personnes, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, pointer une condition qui est de permettre aux gestionnaires de l'espace naturel d'avoir les moyens de cette ambition, hein, c'est-à-dire d'avoir le personnel nécessaire pour pouvoir garantir que la protection de la nature va pouvoir être respectée, même si on s'intéresse aussi à d'autres enjeux économiques et sociaux qui ont plus de moyens et qui peuvent être plus mobilisés. Donc, autre point, définir une méthode de mise en œuvre et un territoire. Donc, bon, très rapidement, c'est le plan de gestion, hein, le plan de gestion d'un espace naturel qui est validé par les acteurs publics et politiques, nous permet de définir un territoire, une zone, et pour nous 3 zones: une réserve naturelle nationale, plutôt l'État, les terrains du Conservatoire du Littoral qui ne sont pas dans la réserve naturelle nationale, plutôt zone de développement, et l'espace hors site qui permet d'intervenir sur les espaces non protégés avec autour de la biodiversité, du tourisme et du social. Suivant. Alors, ce plan de gestion, il est défini
Il est défini également par des orientations, donc patrimoine naturel, mission économique, mission sociale, mission transversale, et ça va aller jusqu'à la définition des opérations fines qui vont permettre de pouvoir morceler l'action et surtout permettre de diviser ces actions par des actions finançables les unes après les autres, et donc de pouvoir, en faisant une partie, atteindre à plus long terme un tout. Donc l'opération qui découle du plan de gestion permet d'être aussi chiffrée et qui permet aussi d'avoir des éléments concrets à proposer à un financeur s'il est petit, à un acteur privé, une autre association, une fondation, ou plus grande si c'est une collectivité. Diapo suivante. Donc, par rapport à ces opérations, dans ces actions, sur cette action qui a été bien définie, eh bien on va essayer de choisir des cibles. Donc là, je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit précédemment, mais qui est très pertinent à des échelles différentes, mais qui sont des techniques, des méthodes, la participation à 1000 lieux, de passer un temps assez infini à tout ça, avec le bémol pour un gestionnaire d'espace naturel qu'on n'a pas que ça à faire. Il faut aussi gérer le quotidien parce qu'on a des contraintes et qu'on a obtenu des financements pour pouvoir faire des choses, et aller chercher de l'argent, c'est un métier en soi qui est rarement présent dans les équipes des petites structures comme la nôtre, même si je pense que c'est une clé de l'efficacité autour de ça. C'est une forme de professionnalisation de ce lobbying, de cette recherche de fonds et de cette communication qui permet d'obtenir des fonds. Donc des cibles privées ou publiques en fonction des besoins et des objectifs du site, mais aussi des partenaires, c'est-à-dire s'intéresser aux objectifs des partenaires, des opportunités. Là, il y a des ronds, ce n'était pas prioritaire, mais on va le faire parce qu'on est prêt, on a un projet, etc., et qu'on a un partenaire potentiel là-dessus. Les programmes politiques, ça c'est important aussi. Nous sommes sur un projet comme le nôtre qui est en place depuis 34 ans. Nous avons 10 sous-préfets, 6 maires, 4 présidents de région, plusieurs présidents de la République, etc. Donc on va retrouver des alternances politiques qui vont orienter différemment l'utilisation des fonds publics. C'est particulièrement vrai aujourd'hui où on parle beaucoup de biodiversité, mais qu'elle est relativement peu financée, les appels à projets, etc. Donc, diapo suivante, et on va prendre un exemple concret. Voilà, donc qui est, bon, alors j'ai appelé ça chasser en équipe et faire savoir. Donc l'idée, c'était sur une base qui était un problème récurrent. Il y a un canal qui traverse notre site, il est terriblement pollué puisque ce canal transporte les eaux sur d'un bassin versant de 900 km², traverse la ville d'Arles, traverse d'autres villes, etc., et est couvert de déchets. Et nous avons des tonnes de déchets flottants sur ce canal au milieu d'une réserve naturelle. On s'est beaucoup servi du mécontentement des visiteurs et des habitants qui ont médiatisé, ou on a facilité la médiatisation de manière à mobiliser, je dirais, l'État et un acteur important pour nous, le Conservatoire du littoral, propriétaire, via la presse locale, de manière à faire que ce problème soit un problème urgent, urgent d'un point de vue naturaliste, mais aussi urgent d'un point de vue sociétal sur ce territoire. Donc, ça nous a permis, grâce au Conservatoire du littoral et dans le réseau du Conservatoire du littoral, donc c'est ça, chasser en équipe, de trouver un partenaire qui est le Petit Marseillais. Donc, le Petit Marseillais, c'est un producteur de savon. Alors, je vous ai pris celui-là, mais on a aussi comme la Fondation Total, comme Vinci Autoroute ou comme Procter & Gamble, qui sont aussi des structures vers lesquelles on va aller chercher des fonds. Donc le Petit Marseillais, l'objectif, ça a été de nettoyer ce canal, et on l'a fait de façon, je dirais, social, puisqu'on a utilisé son outil d'insertion. On l'a fait aussi en communiquant, donc des youtubeuses. Alors, j'utilise mal le mot parce que je n'utilise pas beaucoup le truc, mais mes collègues qui sont plus jeunes que moi ont vu l'intérêt, et ça a fait traduire. Des youtubeuses sont venues. On a aussi accueilli l'entreprise avec le Conservatoire du littoral. On a utilisé les Facebook, LinkedIn, etc., et la presse locale pour faire savoir l'intérêt de ça. La suite est intéressante, et les politiques, puisque là, un changement municipal sur Arles fait que une des élus phares de cette équipe municipale est très axée sur les déchets, et donc on réussit à l'associer à tout ça, de manière à entraîner aussi
la com d'Aglo qui est en charge des déchets et la commune pour être porteur de ce projet. À travers ce projet qui nous a permis de récupérer 36 000 euros, on arrive aussi à toucher d'autres sujets qui sont d'autres sujets de la gestion. On réussit une opération, on la médiatise bien, les partenaires sont contents et ça va nous permettre d'attirer le regard sur d'autres sujets. Alors, voilà, je ne reprendrai pas toutes les techniques que j'ai entendues, mais qui sont des techniques, je dirais, adaptées aux uns aux autres, où il faut pouvoir s'adapter à son interlocuteur, leur répondre à sa demande, le laisser venir, etc. Il y a 1000 manières d'y arriver, le tout en étant très clair. Donc là, je vous ai pris un exemple qui a marché et qui marche toujours, puisqu'on termine cette année en 2021, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi des gros échecs où on va se manger le mur parce qu'on n'a pas passé assez de temps, qu'on n'a pas assez écouté et qu'on n'a pas assez mis en valeur le partenaire financier potentiel. Notamment, il y a un gros échec avec le Crédit Agricole où il y avait un gros financement sur une grosse opération et on a pensé trop vite que c'était tout cuit et on n'a pas travaillé suffisamment le partenariat, les acteurs, le fait que c'était pas notre banque et qu'on aurait pu ouvrir un compte, etc. 1000 petites choses qui font qu'on s'est mangé le mur de façon importante, bien qu'on pensait avoir acquis sur le financement d'un sentier un gros financement de cette banque qui est une banque rurale et nous sommes un territoire rural. Bon voilà, j'en dirai pas plus. Aujourd'hui, simplement que la taille de l'association est un problème sur la recherche de fonds, la fragilité des associations est également un problème. Et aujourd'hui, nous travaillons avec un autre niveau, toujours les mêmes objectifs, mais avec un grand groupe qui s'appelle le groupe SOS. Et là je dirais qu'il y a un lobbying vers le groupe SOS, il y a un lobbying vers les autres acteurs qui ne connaissent pas ce grand groupe. Et la stratégie qui avait été signalée tout à l'heure autour du mariage de Meghan, de faire savoir, de montrer, d'en parler énormément et de faire que les informations soient connues de tous, notamment dans ses ambitions, permet d'obliger les partenaires à tenir leurs engagements. Voilà, merci. Je crois qu'il y a une dernière diapo. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Très belle photo pour illustrer le fait que pour le lobbying, il faut être aussi un goupil. Il faut avoir l'œil acéré et être malin. Et merci d'avoir partagé tout ça. Merci d'avoir parlé des enjeux sur les réseaux sociaux, de la médiatisation, puisque ça avait été le sujet d'un premier webinaire. Et aussi, merci d'avoir partagé un échec, parce que c'est aussi sur cette base-là qu'on apprend. Et quand on le partage, c'est les autres qui apprennent. Donc, merci beaucoup. Toujours très en retard. Donc, on va conclure cette deuxième session avec Nathalie Grinspan, qui a été journaliste à France Bleu Pays de Savoie. Et je vais la laisser partager son expérience justement de ses relations par rapport au lobbying et voilà, comment dans son métier, au cours de sa carrière, elle a vécu ça. Nathalie, à vous la parole. Nathalie, excusez-moi, on ne vous entend pas. On a un problème de son. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais. Je vous en prie. Donc voilà, alors je vous disais que la question du lobbying, elle a évidemment été très présente dans les dossiers d'aménagement du territoire et de protection de la nature que j'ai traités. Alors pour vous donner des exemples, en Savoie, les principaux dossiers auxquels j'ai été confrontée sont l'arrivée du loup en 1992 et son expansion dans les Alpes, les tensions autour du fonctionnement du parc national de la Vanoise, et puis bien sûr les tentatives récurrentes des élus pour assouplir la réglementation, et puis l'aménagement de la montagne par les projets d'équipement des stations de ski. Alors le lobbying, il fait bien entendu partie de la pratique du journalisme, que ce soit du côté des élus, des instances représentatives comme les syndicats d'éleveurs ou les associations environnementales. Tout est affaire de communication et de préférence sans trop de nuances. Le journaliste, il est donc à la croisée de ces communications qui peuvent être considérées comme autant de pression pour qu'il s'approprie l'un ou l'autre des discours. Alors moi, je dois le dire,
j'ai subi assez peu de pression directe, personnelle, sur ces dossiers, sauf peut-être sur celui du loup qui a exacerbé les pressions dans le monde, et les passions surtout, dans le monde du pastoralisme. En fait, pourquoi? Parce que les élus savent ce qu'il peut en coûter de s'attaquer à la presse en France, et puis surtout dans un média comme Radio France. Alors, de son côté, le journaliste d'un grand média généraliste doit évidemment maintenir un équilibre entre ses convictions de citoyen et puis l'obligation d'être pédagogique dans le compte-rendu des événements. Alors, il faut procéder à des arbitrages entre les différents discours et puis les communications. Alors, sur quelle base? C'est là que se joue l'engagement du journalisme et sa connaissance du dossier. Alors, l'arbitrage, il se joue à deux niveaux. D'abord, dans la décision de traiter ou pas un sujet, parce qu'il faut savoir que rien ne s'impose dans une rédaction. Tout est affaire d'arbitrage, justement, entre les différentes actualités du jour. Ainsi, une visite ministérielle ou un accident de montagne très grave peut annuler toutes vos chances pour la conférence de presse que vous aviez organisée sur la réintroduction d'une espèce, par exemple. En revanche, vous aurez toutes vos chances en période d'actualité calme, quand les journalistes sont en recherche de sujets. Alors sinon, le choix de traiter ou pas un sujet, ça se joue aussi sur l'existence d'un conflit, une manifestation pour ou contre, et donc sur la capacité de mobilisation d'un groupe, quel qu'il soit, pour occuper le terrain. Le choix, c'est aussi dans la compréhension des enjeux qui sous-tendent le sujet. Et c'est là qu'intervient la connaissance du dossier qui permet aux journalistes de vendre, comme on dit, son sujet. La réintroduction d'une espèce peut sembler anecdotique, mais elle ne l'est plus si le journaliste peut expliquer ce que va apporter la réintroduction, les attentes, les craintes des riverains, les conséquences possibles de cette réintroduction, etc. Alors, cette connaissance des enjeux, eh bien, le journaliste ne l'obtiendra que rarement des élus qui président les conservatoires des espaces naturels ou toute autre institution, parce que leur discours sera lisse et il n'aura pour fonction souvent que de mettre en valeur la structure qu'il préside. Alors, si la parole, elle est légitime, elle n'est pas suffisante pour faire passer le message. Il faut donc avoir accès aux techniciens parce que c'est eux qui possèdent l'information, mais ils sont trop souvent relégués ou ignorés quand il s'agit de porter le message. Et moi, j'ai dû régulièrement insister pour avoir accès aux techniciens et quand c'était possible, que le technicien accepte, lui, de parler. Lui ou elle, c'est le seul qui peut avoir la capacité de mettre en perspective l'importance, par exemple, de cette réintroduction d'espèces, d'en souligner l'enjeu pour la biodiversité, mais aussi éventuellement les contraintes. Et le journaliste, il a véritablement besoin d'obtenir le plus d'informations possible pour enrichir son propos et pas simplement juste une communication. Et si j'en reviens à la logique d'arbitrage entre les différentes communications, le technicien, il est véritablement pour moi celui qui va permettre de poser les termes du débat. Par exemple, sur le loup, eh ben pour m'extraire un peu des différentes pressions, j'ai souvent fait appel au service de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour contrebalancer le lobbying, pas seulement celui des élus ou des éleveurs, mais aussi celui des associations de protection de la faune sauvage. Donc c'est une discussion à avoir au sein des structures sur qui parle, comment et pour dire quoi. Et j'ajouterais aussi qui a envie de parler, parce que la communication, le lobbying, surtout avec la vidéo, avec le son, passe par la capacité à bien s'exprimer et à transmettre le message. Il faut sortir d'un propos purement technique et avoir envie de partager avec le public. J'ai en mémoire, par exemple, un chargé de mission d'un conservatoire des espaces naturels qui pouvait parler des heures des araignées. Et du coup, ça me donnait beaucoup d'informations qui me permettent, avec des anecdotes, par exemple,
Et ça donne du bon reportage et de la bonne pédagogie pour le public. Alors, il faut savoir les repérer, les bons interlocuteurs. Et un des outils, je pense pour vous, ça consiste à proposer des formations aux journalistes. Il peut s'agir de moments plus ou moins informels que vous pouvez organiser sur une journée ou une demi-journée sur un thème d'actualité. Et ce sont des moments qui sont très précieux pour les journalistes. D'une part, ça permet de faire connaissance, tout simplement, humainement, de repérer les futurs interlocuteurs, de mesurer leur capacité à s'exprimer et à transmettre l'information. Et puis, d'autre part, c'est l'occasion aussi d'aller en profondeur sur un sujet et de prendre le temps de poser les questions, hein, pour nous, journalistes. Et cette question du temps, elle est primordiale pour le journaliste. Plus il aura d'informations en amont du reportage, plus vite il ira au cœur du sujet et surtout sans faire de contresens. Alors si en plus il a identifié le bon interlocuteur, eh bien ce reportage pourra avoir un réel impact pédagogique. Voilà. Donc proposer des petites sessions d'information à la presse locale, pour moi c'est un outil qui est très efficace pour votre communication. Et puis au sein de votre structure, vous pouvez vous aussi travailler à identifier les journalistes qui s'intéressent à vos travaux. Comme ça, vous pourrez vous adresser directement à eux, sans oublier bien sûr d'envoyer les invitations officielles aux rédactions en chef. Et à France Bleu Pays de Savoie, moi j'ai été identifiée par beaucoup de structures, mais aussi par mes collègues, comme une sorte de référente sur les questions d'environnement. Et j'ai apprécié de pouvoir partager avec les collègues mes connaissances, même les noms, les personnes ressources que moi j'avais identifiées, et ça permettait aussi de les convaincre de traiter des sujets qui, au premier abord, si je pense par exemple au conflit autour du parc de la Vanoise, mes collègues qui connaissent pas le sujet, ils disent non, on va pas le traiter, ou on va faire un pour, un contre, et puis c'est tout. Mais en fait, quand on prend le temps de discuter, quand on dit tu vas aller voir telle ou telle personne, le journaliste, il se sent plus à l'aise et son reportage prend un peu plus d'ampleur. Voilà. Alors j'aimerais conclure avec une autre expérience, cette fois en tant que présidente d'une association, donc de l'autre côté du miroir. Il se trouve que récemment, j'ai invité la presse sur une opération de pose de nichoirs en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. Et sur le communiqué de presse, eh bien, j'ai mis des liens Internet sur des études internationales qui concernaient l'effondrement de la biodiversité pour contextualiser cette opération de pose de nichoirs pour éviter que ça soit juste anecdotique, quoi. On fait venir des mésanges bleus ou des rouges-queues. Eh bien, un journaliste m'a remercié de l'avoir fait et il s'est servi des informations qu'il avait trouvées sur ces liens Internet dans son article. Et tout cela pour vous rappeler qu'il faut toujours en donner plus que les faits du jour, pour permettre au transmetteur, le journaliste, donc de mesurer les enjeux de votre action. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Nathalie, c'était très riche et très intéressant de voir aussi cette perception au niveau des journalistes, des informations qu'on essaye de faire passer. Donc, je vais commencer tout de suite par vous poser une question, puisque vous êtes à l'image, et puis nos autres intervenants, Florence, Alessio, Jean-Laurent, vont aussi apparaître. La question que je voulais vous poser, justement, par rapport à cette expérience nouvelle de présidente d'association, est-ce que ça vous a fait voir votre métier de journaliste différemment ? Parce qu'effectivement, nous, on est très embêtés parce qu'on veut dire plein de choses extrêmement passionnantes aux journalistes, mais ils ne retiennent pas forcément ce qu'on veut. Je caricature, forcément. Mais est-ce que vous, justement, en étant maintenant de l'autre côté du miroir, présidente d'association, vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours les messages qu'on veut faire passer, et donc, est-ce que, voilà, ça change votre vision de journaliste ? Non, ça ne la change pas parce que moi, j'ai d'emblée téléphoné aux journalistes. Ils ne savaient pas forcément que j'étais journaliste d'ailleurs. Et moi, je leur ai signalé les personnes, leurs interlocuteurs. Donc, j'ai fait le travail pour eux en fait, pour pas qu'il y ait de perte de temps. Par exemple, moi, j'ai pas pris la parole du tout.
Je leur ai indiqué cette personne qui s'était occupée de l'opération dénichoir, l'autre personne qui avait fait travailler des services civiques pour être sûr que l'information allait bien passer. Non, je dirais que mon expérience de journaliste m'a permis d'être efficace dans mon travail de présidente. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Céline qui a collecté des questions et qui va revenir vers les différents intervenants. Céline, à toi. Oui, merci. J'ai tout d'abord une toute première question à l'attention de Florence, parce que voilà, Florence, vous avez pu nous présenter un peu un panel rapide de ces techniques d'influence, mais justement, l'idée c'était de savoir concrètement comment Resilience Now travaille. On a pu voir sur votre site web que vous travaillez avec des communautés locales au Rwanda, au Burundi, en Haïti, aux Comores, mais justement pour faire adhérer ces collectivités locales aux démarches de résilience et pour réduire voilà, tout ce qui est la pauvreté, tout en diminuant la pression sur les ressources naturelles. Florence, on ne vous entend pas. Il faut qu'on vous mette le micro. C'est à vous de le mettre maintenant. Alors, mais c'est une excellente question parce que c'était très théorique ce que je vous ai présenté et effectivement, il a fallu pouvoir appliquer ça et un exercice très concret qui était d'introduire des pratiques plus durables auprès de communautés africaines. Alors déjà, une première interrogation qu'on avait, c'était toutes ces recherches faites essentiellement dans les pays du Nord, en neurosciences, en techniques cognitives, etc. Est-ce que c'est international ou culturel? Et la réponse, c'est que c'est tout à fait international. L'homme est le même partout sur la planète et que les ressorts de l'esprit fonctionnent de la même manière. Et comment on s'y prenait effectivement pour introduire des pratiques plus durables? Alors, encore une fois, c'était de la duplication de pratiques locales dans l'intérêt des communautés mêmes, en ne faisant que leur proposer des choses et certainement pas en imposant quoi que ce soit. On reste bien à notre place et il ne s'agissait pas de forcer des nouvelles pratiques. Et donc, en suscitant la curiosité, on avait vraiment une méthodologie qu'on a déroulée sur une dizaine de jours où on utilisait absolument toutes les techniques que je vous ai présentées. Par exemple, on ne suggérait pas les problèmes. On proposait des activités aux communautés pour qu'elles discutent autour de leur mode de fonctionnement et qu'elles-mêmes articulent le fait que leur comportement n'était pas durable. Que si elles continuaient de la manière dont elles agissaient, il y allait avoir un vrai problème d'accès aux ressources. Et c'est certainement pas nous qui l'avions dit. Donc ça venait d'elles. Ensuite, on utilisait le ressort de la formation en pair à pair, c'est-à-dire en les emmenant voir des pratiques déjà mises en place par des communautés, d'autres communautés dans le pays. Alors ça, c'est extraordinaire, ça marche extrêmement bien parce qu'effectivement, elles voient comment des communautés qui rencontrent les mêmes problèmes arrivent à les solutionner. Et puis ensuite, on leur demandait de s'engager. De s'engager avec une participation. Donc l'engagement était coûteux, effectivement. Si elles voulaient mettre en place des solutions, elles devaient décrire comment elles allaient le faire, de quelle manière elles allaient contribuer, et elles s'y engageaient officiellement vis-à-vis d'un comment ça s'appelle, des autorités locales, par exemple. Et on utilisait plein d'autres petits ressorts. Par exemple, un truc tout bête, c'est on apprend d'autant mieux qu'on enseigne par la suite. Et donc, typiquement, on faisait découvrir les solutions aux participants en 2 groupes séparés, de manière que chaque groupe, ensuite, ait la responsabilité d'enseigner aux groupes qui n'avaient pas vu les solutions. Et donc, finalement, c'est une manière aussi de s'approprier les solutions que de devoir les enseigner ensuite aux autres. Enfin, voilà, beaucoup de techniques comme ça. J'espère que ça répond à la question. Merci. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Florence. Moi, je vais poser une question à Jean-Laurent parce que tu nous as parlé beaucoup d'actions de lobbying pour lever des fonds et tu as raison pour les espaces naturels, notamment pour les associations. C'est quand même sans argent, la conservation, c'est de la conversation, comme on dit. Voilà. Donc, il y en a vraiment besoin. Mais est-ce que tu as des souvenirs de techniques de lobbying ou pour empêcher des choses de se faire ou pour que, dans une approche un peu activiste, j'allais dire, soit pour que des choses concrètes se fassent pour des évolutions de réglementation, pour des choses de ce type-là, ou pour empêcher des choses de se faire, au-delà des enjeux de financement?
Alors, pour empêcher les choses de se faire, donc bon, dans un contexte très local, hein, donc 1500 hectares, c'est un tout petit territoire hein, vis-à-vis de ce qu'embrasse le GIEC, par exemple. On parle pas de la même chose, mais on peut avoir des problématiques autour de pratiques autour du site, notamment autour de la chasse, autour de l'agriculture intensive, etc., où on va essayer d'initier des actions. Hein, parlons de l'agriculture. Aujourd'hui, on a autour de nous des agriculteurs intensifs qui utilisent beaucoup d'intrants. À l'époque, ils passaient même des pesticides par hélicoptère, ce qui est interdit aujourd'hui. Mais donc, du coup, l'impact sur l'espace naturel, sur la biodiversité était très fort. Notre boulot à nous, ça a été non pas de lutter contre eux, mais de proposer des alternatives, notamment sur des circuits courts, sur des revenus plus importants, et donc de mettre en valeur le fait que les visiteurs des marais de Viguera, qui sont 30 000, consommeront des produits, les payeront plus cher, les mettre en valeur dans une boutique, travailler aujourd'hui sur une maison de terroir avec eux, etc. Et petit à petit, amener, je dirais, des solutions qui ne sont pas dans le conflit, sachant que le conflit est nécessaire, mais ce n'est pas des structures gestionnaires qui vont le faire, c'est des associations militantes qui vont jouer sur du juridique, qui vont jouer sur des échelles nationales, européennes, etc. Hein. Notre boulot à nous, c'est plutôt pour éviter les choses, de proposer autre chose qui permet de répondre à la demande sociétale, l'emploi, gagner des sous, et tout en respectant la biodiversité. Hein. C'est un peu le sens de notre projet, bien sûr faire des choses, mais aussi permettre d'engager un territoire dans son développement rural à des actions qui sont moins impactantes pour la biodiversité. Sur l'agriculture, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas gagné, mais petit à petit, les efforts des autres associations au niveau national et la réussite de quelques-uns permet d'entraîner certains agriculteurs vers le circuit court et d'abandonner les intrants. Merci beaucoup Jean-Laurent. Céline, une autre question, je crois. Oui, une question qui s'adresse plutôt à Alessio. Et Alessio, avec ta casquette de gestionnaire et donc aussi en lien avec la remarque que Jean-Laurent faisait tout à l'heure sur les enjeux d'aller taper à la porte des bailleurs de fonds, est-ce que justement toi personnellement, et quelle était la stratégie que tu as mis en place justement pour essayer d'avoir des financements qui puissent servir à la gestion des espaces naturels de Sardaigne ou même aujourd'hui à travers les actions de la Fondation? Oui, aujourd'hui, je pense que le scénario est complètement différent par rapport à il y a 10 ans. Hein. Aujourd'hui, il y a une grande compétition aussi entre organisations qui s'occupent de la gestion et de la conservation des espaces naturels. Et on est vraiment porté à trouver des solutions plus innovantes. Et surtout, une de ces solutions, c'est l'implication du secteur privé de manière aussi originelle, si je peux m'exprimer comme ça, dans le sens qu'il faut trouver comment le secteur privé il a un intérêt direct à co-participer à la gestion et à la conservation des espaces naturels. Je n'ai pas de recette de formule magique parce qu'il n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Après, et bien sûr, il reste toujours la grande opportunité des fonds européens, mais on sait très bien que ça demande des efforts très importants et il n'y a pas toujours un succès. Et en plus, il faut pérenniser la gestion des espaces. Donc, il faut trouver des partenaires qui sont là et qui nous permettent de garantir des revenus de manière en continu et pas seulement en spot, par exemple avec des projets. Merci beaucoup Alessio. Et il y aurait plein d'autres questions à poser. On a largement dépassé le temps. Juste une petite réaction par rapport à ça. Alessio, tu es un des partenaires fondateurs du consortium méditerranéen pour la biodiversité là, qui vient d'être lancé là, il y a une semaine, qui réunit 6 grosses organisations internationales. Et l'idée de ce consortium, c'est aussi d'éviter la concurrence entre organisations pour mobiliser des fonds, mais aussi d'être un acteur du lobbying à l'échelle internationale pour pouvoir orienter des fonds vers d'autres structures, pour faire des choses très concrètes et appuyer aussi les choix de la décision. Voilà. Et donc, ça sera aussi un des nouveaux acteurs du lobbying méditerranéen. Je vais passer la parole à Fabien, qui va revenir sur une synthèse de ce qu'on a dit aujourd'hui. Et après, on fera un petit quart d'heure maximum de forum, puisque vraiment, une fois de plus, on n'a vraiment pas du tout respecté le timing. Et j'en suis le premier responsable, j'en suis désolé. Fabien, à toi la parole.
quelques points essentiels qui vous seront livrés à l'issue du webinaire. Et vous verrez que dans cette liste, la préparation est plus importante que le développement de l'action. Donc on l'a vu, une démarche de lobbying, ça ne s'improvise pas. Ça nécessite une véritable connaissance des acteurs, quels qu'ils soient. Ça concourt à des objectifs qui sont identifiés et qui sont de l'ordre de la prise de décision, de l'action. Et ces objectifs sont atteignables et gradients. Il est vrai qu'il ne faut pas brûler les étapes. Connaître ces acteurs, c'est aussi être reconnu par ces acteurs en étant légitime, et c'est bien évidemment veiller en permanence sur le sujet et l'ensemble des actions de l'écosystème. Ça nécessite de consacrer du temps aux relations publiques, même s'il peut paraître improductif. C'est clairement aussi une relation où mes positions sont connues et où je les fais connaître à bon escient, et un temps nécessaire à la relation avec les acteurs clés de mon réseau, tout en étant très opportuniste sur les nouveaux contacts possibles. Ça nécessite de participer, donner du temps pour participer à des réunions, à des célébrations, et d'entretenir avec des rendez-vous qui sont informels ou formels en fonction des cas de figure. Voilà, moi-même, en tant que lobbyiste, j'organise des temps d'information, de formation, d'échange, qui peuvent prendre la forme de visites sur mon espace naturel, de conférences, de manifestations en fonction des cibles de public que je vise, de formation pour les journalistes, on l'a dit. Et petit à petit, je crée un cercle autour de moi qui peut m'amener à la formation de coalitions, tel que le Club des 14 qu'évoquait Philippe de Grissac. Une fois cet écosystème connu, ces objectifs fixés, eh bien, je vais développer ma stratégie sur cette base, avec des actions. Là, on rentre plus dans une logique d'organisation de la communication, communication planifiée, définie. On a même vu que les actions coup de poing étaient bien préparées. Je suis ce calendrier, je l'adapte en permanence, et je vais aller solliciter mes alliés, mes contacts, mes coalitions, vraiment sur des besoins clairement exprimés et pour des actions spécifiques. Les médias sont un outil en termes de communication, donc je les utiliserai aussi, mais en m'appuyant sur la relation que j'ai pu créer avec certains journalistes. Et pour ceci, je produirai, transmettrai des contenus de tout ordre qui permettront de nourrir, de former, de faire savoir et de faire monter en connaissance l'ensemble des acteurs auxquels je suis exposé. J'utiliserai bien sûr les réseaux sociaux en plus de ma sphère d'acteurs, puisque là aussi j'aurai créé un univers et un ensemble d'acteurs auxquels je pourrai m'adresser ou faire agir. Et puis bien sûr, pour toute action de ce type, on évalue, donc on mesure les résultats obtenus, on ajuste, on se repose la question du maintien, du report, de nouvelles actions à intégrer, et on le fait sans cesse. Voilà, résumé en quelques points, mais c'est vraiment extrêmement résumé, les principales actions, en tout cas idées à suivre pour mener, pour vous s'engager. L'idée, c'était bien de s'engager dans une démarche de lobbying et la mener à terme. Merci beaucoup Fabien. Effectivement, vous retrouverez tous ces éléments qui seront communiqués à l'ensemble des participants à la fin du webinaire d'ici quelques jours, et sur la chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de l'enregistrement de tout ça.